Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Bonjour, bienvenue chez cette sorte de psy qui s'intéresse aux gens qui sont au travail et aux gens qui ne sont pas au travail. Aujourd'hui, on traite de la question de l'absentéisme, qui est une question plus que jamais d'actualité, notamment chez les jeunes actifs, comme vient de le montrer le 9e baromètre de l'absentéisme publié par Malakoff Humanis, qui nous dit que la moitié des moins de 30 ans ont connu au moins un arrêt maladie l'année dernière. C'est 7 points de plus que la moyenne des salariés. Cette progression des arrêts s'accompagne d'une hausse des arrêts pour motifs psychologiques et d'une forme de normalisation du recours à l'arrêt que l'on connaît depuis le Covid. Alors est-ce qu'il faut y voir un désengagement générationnel ? Pas vraiment. C'est plutôt une mutation du rapport au travail. C'est plutôt un signal faible. Et c'est surtout une manifestation de tension dans l'organisation du travail elle-même. Pour en discuter, je me suis rendu à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Avec mon studio mobile et un câble défectueux sur mon micro, vous allez vous en rendre compte, pour rencontrer Thierry Rousseau, sociologue chargé de projet à l'ANACT, qui avait publié en 2012, donc c'est pas tout à fait hier, un livre que personnellement j'avais bien exploité dans mes missions, Absentéisme et conditions de travail, l'énigme de la présence. C'est certainement l'ouvrage de référence qui propose de sortir des lectures strictement statistiques ou biomédicales du phénomène de l'absentéisme pour l'aborder à partir du travail réel. Je vous propose une petite mise à jour, 2012, c'est vrai que c'est un petit peu loin, petite mise à jour pour voir l'absentéisme comme un signal pour l'entreprise, comme une ressource aussi pour certains salariés, et comme une porte d'entrée pour comprendre ce que produit ou ce qu'empêche l'organisation du travail. Bonne écoute. Alors moi je suis sociologue au départ, j'ai aussi une expérience ouvrière, ça existe encore pas d'établi parce que c'était pas une vocation politique, c'était plutôt une façon de gagner ma vie. Je connais donc études de sociologie au Québec, pas en France, à la fois sur l'évaluation professionnelle, l'informatisation, puisque c'est par là que j'ai commencé, comment on peut envisager les questions d'informatisation. C'est l'époque de la microélectronique dans les années 80. C'est aussi comme ça que j'ai connu l'ANACT, puisque l'ANACT commence à exister en 73. Elle a diffusé beaucoup. Je pense que tous les sociologues du travail, d'une certaine façon, ont repris les travaux de l'ANACT, même si à l'époque, il y a encore peu de choses. L'ANACT a quand même une longue existence, 50 ans, une demi-centenaire au service de l'amélioration des conditions de travail, avec un objectif depuis les années 80, intervenir en entreprise pour fabriquer de meilleures conditions de travail à partir des problèmes rencontrés, à partir de ce que les rapports sociaux, les acteurs sociaux estiment nécessaire. Ils ne peuvent pas tout résoudre eux-mêmes, il faut parfois l'aide d'un tiers, et ce tiers a été très souvent l'ANACT à travers le temps depuis les années 80. En fait, quand on s'est rencontrés la première fois, je t'avais écrit parce que j'avais adoré ton bouquin et je l'avais tellement pillé. Oui. Je l'avais tellement pillé pour des missions que je m'étais senti un peu obligé de t'appeler et de dire écoute, voilà, j'ai bien utilisé toute cette matière. Je faisais des missions absentéisme à l'époque, notamment dans les transports. Bon, ce bouquin, il a 10 ans cette année, je crois. Il a plus que 10 ans, il a presque 2012, donc 13 ans. Ah oui, ceci dit, on en discutera peut-être, je crois qu'il est marqué par le contexte des années 2000, puisque je l'ai élaboré à ce moment-là. Sans doute aussi qui mériterait d'être un peu revu aujourd'hui. Il y a toutes les données de départ qui sont pas très bonnes, qui sont datées, les comparaisons internationales, tout le début en tout cas mériterait d'être repris. Après, je trouve, moi, que ce qui est encore utile, éventuellement, c'est toutes les questions autour de l'intervention de l'entreprise.
comment on fait pour traiter ce phénomène de l'absentéisme, remonter des données jusqu'aux questions de travail. Là, je pense que les remarques que j'avais faites à l'époque sont sans doute encore un peu justes. Je pense que c'est pas complètement daté, fini, terminé. Même si moi, je ne travaille plus du tout sur l'absentéisme depuis 2012. J'ai complètement abandonné la question. L'ANACT également. Je pense qu'on n'a plus rien fait là-dessus. Peut-être que dans les ARACT, on trouverait des diagnostics, des interventions, des accompagnements qui ont traité la question. Mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et en tout cas, il n'y a pas eu de production. Bon, c'est un peu normal. Ça, c'est l'évolution d'une institution. Des problèmes nous sont soumis pour différentes raisons. Des problèmes, des questions plus sociales fondamentales. L'évolution du travail, comment les acteurs envisagent leurs relations. Les années 2000, c'était les années des risques psychosociaux. Je pense que ça marque très certainement l'ouvrage que j'ai fait. Maintenant, c'est autre chose. Donc, c'est normal, en tout cas, qu'une institution comme l'ANACT s'occupe à un moment donné de la question, produisent de la réflexion, produisent également de la méthodologie concrète, puisqu'à notre rôle, c'est ça, c'est l'outillage des acteurs sociaux. Et après, on passe à autre chose quand un sujet était, où on estime qu'il a été épuisé, qu'il y a plus que les acteurs ne demandent plus rien aussi. Comment on passe de la discussion sur le travail et son organisation à la discussion sur le non-travail, puisque l'objet de notre échange, c'est l'absentéisme, et l'absentéisme, par définition, c'est la personne qui n'est pas là et qui, du coup, ne travaille pas. Oui, alors ce que j'ai voulu, moi, avec cette approche de l'absentéisme, c'est justement montrer les continuités qui existent entre travail, non-travail, impact sur la santé, et donc ne pas faire simplement de l'absentéisme une espèce de calcul, de maximisation effectuée par les personnes. Je pense qu'en tout cas cette représentation, elle existe, je m'étendrai peut-être pas dessus, mais elle existe dans les théories économiques, notamment. C'est une façon de rattraper un salaire jugé insuffisant. Bon, ça, c'est la théorie économique standard, souvent, qui explique l'absentéisme de cette façon-là. Après, il y a toutes sortes de vocables psychologiques. Les gens veulent plus travailler, par exemple. C'est aussi ça qu'on entend depuis longtemps. Ça affecte particulièrement les jeunes. On le disait il y a 20 ans, on le dit toujours aujourd'hui. Donc, ça a du sens de pouvoir réfléchir à l'organisation du travail et à l'expérience du travail. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire avant tout, pour se détacher un peu des représentations de tableaux de bord, RH, et essayer justement de discuter de l'absentéisme à partir de l'expérience vécue des personnes au travail, à partir des contraintes qu'elles vivent, des difficultés, des dysfonctionnements, l'incapacité de prendre la parole, toute une série de choses en fait qui structurent le travail aujourd'hui encore, qui est souvent un travail prescrit, ou en tout cas un travail qui est défini théoriquement avec ce qu'on attend de celui-ci, sans trop souvent associer les personnes à la base, les salariés, les managers, sur ce qu'ils font. Donc ça, c'était le point de départ, je dirais, de ce que j'ai voulu faire sur l'absentéisme, une espèce de aller à rebours des idées reçues. Ça, c'est une première chose, sans doute. L'absentéisme n'appartient pas simplement au RRH, au directeur de ressources humaines. C'est aussi un problème qui prend sa source dans la façon dont le travail est organisé. Puis, une autre chose, je pense qu'il fallait aussi sortir d'une approche un peu biomédicale, trop centré sur la maladie, pour faire entrer le travail dans la discussion. Le travail, c'est l'expérience vécue. Donc ça m'apparaît fondamental. Donc c'est armé un peu de cette vision, et puis il y a une réponse aussi plus théorique. Je veux dire, pour moi, ce qui est important, c'était aussi de me rattacher aux théories de l'activité, qu'on retrouve aussi bien en sociologie du travail, en ergonomie francophone, bien sûr, mais aussi en psychologie du travail. L'activité, en fait, a une incidence sur les représentations, sur la façon dont les individus vivent ce qu'ils font, sur les coopérations qui sont établies ou non, bref, sur tout ce qui concerne les conditions de travail au sens large, tel que l'ANACT, effectivement, a porté en tout cas cette question depuis 30-40 ans. Donc ça, c'est un aspect important.
On peut commencer justement par les représentations, puisque tu venais de le dire. Ton livre commençait par une grande clarification des termes, parce que finalement, quand on parle d'absentéisme, chacun met un peu ce qu'il veut dedans. Et moi, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il n'y avait pas une définition de l'absentéisme, il y a des définitions de l'absentéisme. Au fond, c'est une question sociale. C'est pas simplement l'enregistrement des absences pour raison de santé. C'est pas simplement la morbidité, d'une certaine façon. C'est plus que ça. C'est traversé par les rapports de force. C'est traversé par des constructions administratives, les absences, le dénombrement de celles-ci, par les services RH, mais aussi par les systèmes de sécurité sociale. En France, c'est les indemnités journalières. Et j'ai voulu parler d'absentéisme plutôt que d'absence, ce qui parfois, une vision un peu strictement biomédicale, y compris par les atteintes à la santé, y compris donc par des approches qui sont plus proches apparemment des théories de l'activité. Ils disent oui, il y a pas, les salariés s'absentent toujours pour de bonnes raisons. Ils sont malades, donc ils s'absentent parce qu'effectivement il y a un constat médical. Mais je continue à dire que c'est pas suffisant de dire comme ça, parce qu'il pourrait bien ne pas s'absenter, justement, pour différentes raisons. Si le travail était mieux organisé, s'il y avait une remontée des différents dysfonctionnements, s'il y avait vraiment des processus de discussion autour des difficultés concrètes du travail, peut-être qu'on s'absenterait moins. On en rediscutera peut-être tout à l'heure à partir d'un cas que j'ai traité. Et là-dessus, ne pas faire de l'absentéisme, il faut quelque chose de normal. Non pas pour chasser, pour faire la chasse aux absents, bien sûr, mais plutôt pour organiser une réflexion dans l'entreprise autour du phénomène de l'absence, pour comprendre celle-ci, ses causes, qui s'absente, pourquoi, dans quelles circonstances, pour y remédier, pour prévenir, bien sûr, et puis pour apporter des réponses concrètes pour résoudre en tout cas les problèmes posés par l'absence. Je t'ai piqué quelque chose du bouquin qui a toujours attiré l'oreille de mes clients. Je leur dis, en m'inspirant de ce que tu as écrit, l'absence, elle peut se voir comme un curseur qui évolue entre deux pôles. Il y a un pôle qui est vraiment l'état de santé du salarié. Le salarié, il est malade, même si c'est que la grippe, il est malade, il n'est pas au travail, il est chez lui. Et à l'autre extrémité, c'est une sorte de défection. Je m'en vais, j'ai pas du tout envie d'être là, et je trouve un moyen de faire valider par un médecin de ville cette mise à distance que j'ai envie d'avoir vis-à-vis de mon travail. Et au milieu de tout ça, il y a toute une zone grise. Alors ils aiment bien quand je leur parle de la zone grise, et je leur dis, plutôt que de parler de l'absence comme une défection dans une zone grise, parlons-en comme une ressource, en fait. Dans la même idée qu'on a parfois des gestes professionnels qui sont un peu limites, mais qui sont des ressources pour faire face au réel du travail, l'absence peut être également une ressource pour préserver quelque chose. Et quand on commence à dire l'absence est une ressource pour les individus, ça change un peu le regard, ça l'angle différemment, en fait. Oui, tout à fait. Je pense que l'absence, c'est un signal faible qui doit être entendu à sa juste mesure. Ça, c'est une idée que j'ai reprise de l'économiste américain Albert Hirschman, Exist, Voice and Loyalty. Quand on a la possibilité de faire valoir son point de vue, c'est un peu ce qu'il raconte, et éventuellement de changer les choses, à ce moment-là, on est partie prenante d'un processus sur lequel on a prise, individuellement, collectivement. Quand on ne peut pas, à un moment donné, l'exit devient presque nécessaire. On part parce que c'est un échec. On n'a pas pu faire valoir le point de vue qu'on défend. Et là, ça peut être des choses très concrètes. C'est un défaut de production, c'est un client mal servi. Il y a plein de choses qui peuvent arriver sur le terrain et qui expliquent à ce moment-là qu'un salarié peut estimer que la seule solution, c'est le retrait. Parce que le point de vue qu'il a n'arrive pas à se frayer un chemin vers les instances de décision de l'entreprise et qu'il n'y a pas d'expression possible. Donc ça, c'est un aspect en tout cas que j'ai voulu développer pour caractériser le message de l'absentisme et la nécessité d'écouter celui-ci. Donc pas simplement se contenter de digression un peu facile sur les absents, qui sont des paresseux, des fauteurs de troubles. L'absence a un sens d'une certaine façon. L'absentisme, c'est un phénomène je le définis aussi comme ça, socio-sanitaire, parce qu'il y a aussi de la santé. Faut pas voir non plus l'absentéisme uniquement comme un phénomène social de retrait. Bon, il y a des absences parfaitement justifiées du point de vue
sanitaire. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de s'intéresser à ce qui est gris. Le gris, il est la fatigue, la mauvaise fatigue, comme disait Marc Loriol à un moment donné, hein, qui a un sens. Mauvaise fatigue parce que, oui, il y a une surcharge de travail, une incapacité d'en parler et de faire évoluer la situation. Donc cette mauvaise fatigue peut, à un moment donné, se traduire par des atteintes tout à fait tangibles à la santé. Hein. Ça, c'est effectivement un problème. Et puis, il y a des choses tout à fait normales. Vous avez des personnes qui ont un cancer ou qui ont des maladies qui n'ont rien à voir avec le travail, ça existe aussi. Mais vous avez aussi des maladies professionnelles, hein, que vous voyez des situations comme ça, des personnes qui ont développé des atteintes. Les TMS sont emblématiques de ce point de vue-là, les troubles musculo-squelettiques. Au bout de 30 ans d'exposition, un même problème, l'incapacité d'évoluer. À ce moment-là, oui, effectivement, vous avez un problème de santé, maladie professionnelle d'abord. Hein. J'ai vu ça dans une usine de chocolaterie au début des années 2000. Là, c'était des ouvrières qui vivaient une situation aussi d'injustice en termes d'égalité professionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'à diplôme égal, hein, on observait qu'un homme sur les postes de conditionnement, un homme restait 1 an, 2 ans. Ensuite, tout de suite, il avait accès à des situations de formation, chef d'équipe, magasinier, etc. Et les femmes, systématiquement, restaient, sans avoir de possibilité d'évoluer, restaient à peu près dans le même poste pendant 20-30 ans. Elles faisaient face, effectivement, sauf qu'elles le faisaient à leur dépens, en tout cas dépens de leur santé. Hein. Elles étaient couturées de tendinite, canal carpien, et à un moment donné, vers la cinquantaine, comme ça, oui, ce qui se profilait, c'était un compromis autour du licenciement pour inaptitude. Hein. Tout le monde était presque d'accord, mais en même temps, quel gâchis, d'une certaine façon. Ça aurait pu être évité. En tout cas, c'était le sentiment que j'avais, de sorte que, aussi, la maladie professionnelle, elle dit quelque chose de l'absentéisme, parce qu'elle dit quelque chose du travail et de ce qu'ont vécu les personnes et des différents parcours que les personnes ont connus. Un point qu'il faut peut-être clarifier à ce moment de la conversation, et peut-être d'ailleurs on aurait pu commencer par là, c'est que les indicateurs d'absence sont des choses à manipuler avec énormément de précautions, avec la main qui tremble, parce que les liens entre les types d'arrêts, la prévalence des arrêts, tout ce qu'on peut mesurer et tout ce qu'on dit dans l'entreprise comme les arrêts courts sont signe 2, les arrêts longs sont signe 2, etc. Donc les liens entre les types d'arrêts, la prévalence des arrêts et la santé des personnes, c'est des liens assez distendus. Enfin, on peut pas tout faire dire. Quand on intervient, on entend souvent on va lutter contre les arrêts courts. Parce que c'est les arrêts courts qui nous pénalisent. Alors, j'en disconviens pas, les arrêts courts pénalisent. Mais lutter contre les arrêts courts, c'est lutter contre quoi ? En tout cas, pas contre des sujets de santé, quoi. Oui, l'absentéisme, avant tout, c'est les RH qui s'en occupent. Hein, et je pense que les RH font un travail difficile. Mais je pense qu'ils auraient intérêt, s'ils veulent vraiment prévenir l'absentéisme, à le décloisonner d'une certaine façon, en faisant autre chose qu'un objet purement RH. Souvent, quand on est dans une perspective RH, on voit les personnes qui s'absentent, les encadrants de proximité qui viennent se plaindre, et on en profite pour stipendier les personnes qui s'absentent. Mais pourtant, c'est pas les RH qui produisent l'absentéisme. Si on voit vraiment, si on prend en compte vraiment les mécanismes de production de l'absentéisme qui se font sur le terrain, la fabrique de l'absentéisme, elle est organisationnelle, elle est liée à l'utilisation des personnes concrètement dans les situations de tous les jours, hein, les perspectives qu'on leur donne, le travail réalisé. Donc je pense que les RH, si un conseil qu'on pouvait leur donner parfois, c'est d'aller voir les directeurs de production, qualité, management intermédiaire. C'est là que se produit l'absentéisme, sur le terrain, avant tout. Et là aussi, si on prend les indicateurs, je pense qu'il faut les faire parler. Ils ne livrent pas tous leurs secrets d'eux-mêmes. Bon, ils ont un sens, bien sûr, mais le sens est à rechercher aussi dans les situations de terrain, dans l'observation de ce qui se passe concrètement, remonter les indicateurs vers ce qui se passe. Après, bien sûr, il faut les populations sont pas typologies de population sont pas neutres. Qui s'absente, vous avez une population vieillissante. Une population vieillissante, typiquement, s'absente plus que les autres, y compris parfois les arrêts courts. Là, ce qui est un peu à rebours des idées reçues, mais après, je pense qu'effectivement, qu'il y a la typologie absence courte, oui, c'est plutôt les plus jeunes, d'une certaine façon,
Et c'est lié aussi au mécanisme d'intégration des personnes au travail qui est pas simple. Commencer à travailler, c'est pas simple. Et ça, là aussi, on n'a pas toujours conscience de ce que ça représente pour les personnes. J'ai des exemples parfois de ce point de vue-là tout à fait parlant, parce que débuter le travail, bon, c'est pas évident, c'est une discipline à acquérir. C'est peut-être plus difficile maintenant qu'autrefois, parce que les mécanismes de socialisation professionnelle, avant c'était le métier, pouvait se faire de père en fils. Bon, on sent que tout ça est un petit peu en crise aujourd'hui, et que l'intégration du nouveau est peut-être plus difficile qu'autrefois. Mais c'est en tout cas un chantier possible pour travailler aussi l'absentéisme. Le point sur lequel je pense qu'on aurait pu insister un peu en passant rapidement dessus, c'est ce que nous apprend l'épidémiologie en fait sur les types d'arrêts. C'est-à-dire qu'un arrêt long est corrélé à un sujet de santé de la personne, qu'elle soit liée au travail ou pas. Mais en tout cas, la personne qui s'arrête longtemps, elle a un problème de santé, elle est potentiellement malade, alors que des arrêts courts, on ne peut rien déduire en fait. Toutes les situations sont dans la nature, et comme tu le dis, il faut aller regarder au plus près de la situation de travail, c'est là où il y a quelque chose à comprendre, et c'est pas en faisant parler des indicateurs d'arrêt court, arrêt long, prévalence, etc., qu'on va sortir la moindre information pertinente pour avancer sur le sujet en fait. C'est juste l'épidémiologie, je pense que c'est très compliqué. Il y avait les vieux travaux de Goldberg dans les années 80. Je ne sais pas si ça a été complété. C'est pas si évident que ça, d'ailleurs, d'avoir une approche épidémiologique de l'absentéisme, parce que je pense que l'indemnité journalière, c'est une mesure de l'absentéisme, ce n'est pas la réalité directe, et on pourrait même dire que d'une certaine façon, c'est une espèce de construction qui ne représente sans doute pas complètement la morbidité en cause, autant du point de vue de l'enregistrement des problèmes de santé, que, par exemple, on peut penser les personnes sont absentes, ça va mal. Mais aussi, il y a une autre dimension qui est importante, qui est celle du présentéisme. Présentéisme, c'est la définition la plus plate, c'est les personnes vont mal et elles sont quand même présentes. Elles ne prennent pas d'arrêt pour différentes raisons, parce que, oui, il y a une obligation d'être là, on se sent responsable pour différentes raisons. Il y a une espèce de solidarité mécanique qui s'institue, il y a une pression sociale, financière, et pour autant, les personnes ne s'absentent pas, mais elles peuvent être en très mauvaise santé, et à un moment donné, ça se traduit par des arrêts plus longs, des maladies professionnelles, voire des accidents de travail, ou encore la catégorie dont on parle beaucoup, qui est le burn-out, la décompensation brutale par surtravail. Tout ça, ça existe aussi. Donc, je pense qu'il faut manier avec précaution les indicateurs, ne pas leur faire dire ce qu'ils ne sont pas. Même si, bien sûr, pour les RH, et on revient peut-être là-dessus, ce qui est compliqué, c'est l'arrêt court. L'arrêt court parce qu'il fait dysfonctionner les équipes de travail, il n'est pas prévisible, il faut les remplacer, etc., etc. Mais souvent, l'arrêt court est aussi une manifestation de ce qui passe justement dans les collectifs de travail. Et c'est ça qu'il faut aller chercher pour prévenir. L'exemple que j'avais, qui m'a fait réfléchir à ça, c'était chez un sous-traitant automobile qu'ils avaient appelé, c'était le responsable des ressources humaines qui nous fait venir. Dans cette entreprise-là, fait des pièces en thermorésine de grande qualité, en juste à temps, donc un mode d'organisation en flux tendu. Les pièces qui sont produites le jour sont mises sur les camions le soir pour être livrées aux grands assembliers la nuit, pour être tout de suite incorporé dans les chaînes de production. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit en allant voir les ateliers? Donc, on a des systèmes d'usinage avec des presses à chaud. Et on s'aperçoit que derrière les presses, on a toute une armée de salariés qui sont occupés à s'assurer de détecter les défauts, faire des retouches multiples, colmater, poncer, etc. On dit, mais ils sont tous... Il y a un accro au concept de production ligne, d'une certaine façon. Pourquoi ce manque de qualité? Et là, on tombe sur, là encore, des concepts d'organisation du travail. L'opérateur de presse, qu'est-ce qu'il fait? Au fond, il est ici un opérateur de presse presse-bouton. Il se contente au fond de prendre la pièce, il pousse la machine, et parfois il nous dit oui, des fois je sais que je produis des défauts. Je fais venir le régleur il vient, et le régleur dit il faut continuer comme ça, j'ai pas le temps, donc continue. Et donc il y a une espèce d'organisation du travail qui produit du défaut
de manière presque consciente, directe. Et qu'est-ce que ça fait de produire des défauts? D'avoir des dérives de qualité. C'est un truc classique dans les ateliers de production. La dérive de qualité, lorsqu'elle se produit, elle fait varier énormément la charge de travail. Donc à ce moment-là, les opérations qu'il faut faire derrière pour ébavurer, pour colmater, pour chercher la petite bête, etc., ça devient problématique. La charge de travail augmente en quelque sorte. Le nombre d'opérations sur les pièces augmente. Donc là, on a l'explication des 4-5 personnes derrière chaque presse qui sont occupées à colmater, à traquer les défauts et à les réparer. Bien sûr, on peut penser que les salariés font face. Je pense que c'est toujours un peu comme ça. Aussi, quand on a une surcharge de travail, souvent les collectifs, ils font face. Ils font face jusqu'à un certain moment. Et c'est vrai que là, c'est aussi l'intérêt d'avoir des indicateurs de production, d'absentéisme, de pouvoir les associer. Et effectivement, dans ce cas-ci, on a associé des indicateurs de production, le taux de non-qualité quand même rapporté. Et là, on voit qu'il y avait des corrélations. Et corrélations qui marchaient dans le sens suivant. Il y a une augmentation du nombre de défauts, on fait face, il y a un pic, et puis c'est après le pic qu'on a le plus d'absentéisme. Donc ça, il y a un mécanisme au fond de décompensation. Et c'est lié aussi au système d'organisation du travail, c'est-à-dire qu'on produit un opérateur qui se veut interchangeable, donc qui ne dit pas son mot sur ce qu'on fait. L'expression est fermée par l'organisation du travail en vigueur, alors qu'on peut imaginer un retour. Et là, les préceptes du Lean le permettent. Il y a quand même, dans le Lean, il y a quand même l'idée d'aller chercher le point de vue des opérateurs pour améliorer les procédés. On peut penser que ça ne va pas assez loin et que ça pourrait aller plus loin. Mais là, manifestement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, une des solutions qu'a retenu l'entreprise, puisqu'on a quand même proposé de revoir le rôle du mouleur, de l'opérateur de presse, c'était quand même que celui-ci puisse intervenir éventuellement sur les paramètres de la machine. Ça n'a pas été retenu pour une raison syndicale, au fond. Le secrétaire du CHSCT estimait que c'était trop dangereux, les presses appartiennent aux assemblées, presse coûte cher, et que si jamais il y avait une erreur, le mouleur pourrait être reconnu, responsable du défaut d'une presse qui valait je ne sais pas combien, plusieurs dizaines de milliers bien sûr d'euros, centaines peut-être même. Donc on n'a pas retenu cette solution de qualifier au fond le mouleur et de le professionnaliser. Ceci dit, l'entreprise a rattaché plus étroitement les mouleurs à un parc de machines déterminées pour intervenir plus vite, pour réduire le nombre de défauts à la sortie de la presse. En tout cas, c'est ce qui a été retenu. Et il est vrai que 2 ans après, j'ai eu un bref contact avec l'entreprise qui avait vu quand même ce taux d'absentéisme diminuer. Donc peut-être à attribuer à ce nouveau changement, une plus grande attention à ce qui se passe sur le terrain. Il y a aussi des recommandations autour de la professionnalisation des salariés pour éviter qu'ils se sentent simplement complètement interchangeables. La notion d'interchangeabilité, donc salarié complètement polyvalent, ne sentant aucune responsabilité face à ce qui se passe, explique aussi une partie de l'absentéisme. En synthèse de ce que tu nous dis aujourd'hui, je pense que le premier point à retenir, c'est méfiance envers les indicateurs. On peut leur faire dire des choses, mais on peut leur faire dire beaucoup trop de choses aussi et rentrer dans des analyses qui vont pas forcément être connectées avec le réel. L'absence, elle peut avoir un lien, elle a souvent un lien avec la santé. Les gens malades sont absents, on s'apprend rien en disant ça, mais c'est aussi une construction sociale. Une construction sociale puisqu'on parle de l'absence au travail qui va se jouer au niveau du poste de travail. Donc c'est bien là que doit se mener une analyse. Si on veut comprendre ce qui se joue derrière le fait qu'à un moment donné, des gens vont s'absenter dans la zone grise, c'est-à-dire pas forcément avec un état de santé dégradé. Ça peut donc être une ressource, cette absence, une ressource pour la personne, notamment lorsqu'elle se sent pas écoutée, qu'elle a passé le stade loyalty, qu'elle a passé le stade voice, elle arrive au stade exit, pour reprendre les termes. Lorsque j'ai pas la parole, et c'est une idée qui est un peu en lien, lorsque je viens décompenser une action de travail, un environnement de travail, une situation de travail, comme celle que tu évoquais dans l'usine de sous-traitants automobile, où j'ai besoin à un moment donné aussi de m'extraire de quelque chose où j'ai plus de pouvoir d'agir, où je fais du sale boulot et je suis tout le temps en train de corriger et c'est pas pour ça que j'ai signé en fait. Est-ce que j'ai bien résumé?
Oui, mais je pense que la chose fondamentale sur la question de l'absentéisme, bien sûr, tenir compte des indicateurs, hein, avec tous les biais qu'il peut avoir, savoir les mettre à distance, mais ce qui est surtout important, c'est d'aller dans les collectifs de travail, sur le terrain, vraiment analyser ce qui se passe concrètement. La matrice de l'absence, c'est là que ça se produit, c'est dans l'activité de travail elle-même. Je pense que ça, c'est fondamental et ça reste le message le plus important. Donc pour un intervenant extérieur, un étudiant ou quelqu'un qui voudrait comprendre, hein, ben oui, il s'agit d'aller voir. Il ne s'agit pas simplement de poser une question sur le rapport au travail des personnes, hein, comme si simplement c'était ce rapport au travail qu'il fallait travailler. Donc c'est un changement d'attitude, donc ça s'apparente, on pourrait même penser que ça s'apparente à de la manipulation. Non, il faut comprendre sur le terrain. Les personnes qui travaillent sont intelligentes, il faut savoir recueillir leurs propos, analyser leur activité, l'observer, la comprendre et mettre tout ça en débat avec les managers, les directions d'entreprise, favoriser une espèce de rapprochement entre les réalités opérationnelles et les orientations stratégiques de l'entreprise. Ça, je pense que c'est fondamental, hein. L'entreprise, c'est avant tout un espace de coopération. Et un intervenant extérieur, ben, il doit prendre soin de cet espace de coopération et mieux le faire fonctionner. Et donc, nous autres, psychologues du travail, on range nos questionnaires, on range nos méthodes toutes faites, pleines d'a priori. On met les chaussures de sécurité, la blouse, et on va faire de l'autoconfrontation croisée, on va faire de la discussion au poste de travail. On peut embarquer un ergonome ou une ergonome avec nous. Ça peut toujours être utile. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup Thierry pour tous ces éléments de réflexion qui vont nous nourrir pour les jours qui viennent. Mais pour les jours qui viennent, j'attends aussi de toi une idée saugrenue. Est-ce que tu en as une à nous proposer? Alors, un élément contre-intuitif pourrait être que la santé, justement, est un travail. Et non pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, mais plutôt un processus qui se joue dans l'activité de travail elle-même et qui permet aux individus, par l'activité que ceux-ci déploient, individuellement et collectivement, de construire leur propre santé. Dans l'imaginaire habituel, le travail est associé à la peine, à la souffrance, à une espèce de dégradation obligatoire, que ça soit immédiate ou au cours du temps, des capacités physiques et cognitives des personnes. Et si c'était autre chose, autrement, à partir d'un autre paradigme explicatif, hein, celui qui permet, sous certaines conditions bien sûr, de faire du travail un exercice qui garantit la santé des personnes. Que ça soit en évitant une trop grande sédentarité, que ça soit en permettant de s'exprimer sur ce qu'on fait, de produire des pièces de qualité, de faire évoluer son environnement. Il y a des conditions, bien sûr, hein, mais je pense que cette idée de travail qui conduit à la santé a de l'avenir. Et à ce moment-là, on pourrait remplacer effectivement un certain nombre de commissions hygiène-sécurité par des commissions travail de santé, qui permet vraiment de comprendre ce qui se joue dans l'activité pour les personnes et comment celles-ci construisent leur santé au quotidien. Ça serait, il me semble, un grand pas pour prévenir l'absentéisme. Eh ben c'est parti, on va renommer et rebaptiser toutes nos commissions santé. Merci Thierry.